Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous allons parler de médiumnité en compagnie du médium que vous connaissez tous, Jean Didier. À tout de suite. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Jean Didier, bonjour, merci d'être avec nous dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Je vous en prie, c'était avec un grand plaisir. Alors, vous êtes médium, quel a été votre parcours? Comment avez-vous découvert votre médiumnité? Alors, vous savez, la médiumnité, on la découvre souvent malheureusement à la suite d'un événement dramatique ou quelque chose un petit peu grave dans sa vie. C'est ce qui fait qu'on a cette âme de médium qui sommeille en nous et qui se réveille. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé pour moi à l'âge de 15 ans quand j'ai perdu ma maman. En fin de compte, j'ai eu des visions quelques semaines avant son décès et je l'ai vu partir. Quand vous dites vous avez vu des visions, c'est-à-dire que ça se traduisait comment exactement? Vous avez vu une entité? Vous avez vu votre maman? Étant donné qu'elle était encore vivante, ça ne pouvait pas être une entité, c'était effectivement comme une impression, comme des sentiments très forts, quelque chose qui était en moi et que je pouvais pas lutter contre ça, en tout cas, et contre cette perception de ressentir que pour elle, malheureusement, c'était fini et qu'elle allait disparaître. Donc je voyais un petit peu comme une espèce de cérémonie, un enterrement. Je visualisais déjà les choses avant qu'elles arrivent, quoi. Comme des images, comme des symboles. Exactement, un petit peu comme un film, et puis surtout des sensations qui sont très très bizarres parce que on a l'impression qu'on est imprégné par ça et que rien ne peut changer, c'est complètement immuable, tout ce qu'on a vu est là, c'est présent et ça ne peut pas changer. D'accord. Et ensuite, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé que elle est rentrée faire des examens médicaux dans un hôpital où elle devait simplement rentrer faire ses examens et repartir chez elle après. Et en fin de compte, quand elle est rentrée pour faire ses examens médicaux, il y a eu une espèce d'aggravation, un malaise, et ils l'ont gardée en observation. Et à la suite de cette observation, elle est décédée. Et à la suite de ça, alors je suppose que vous avez eu des contacts médiumniques, enfin votre médiumnité s'est développée? Oui, la médiumnité s'est développée, c'est-à-dire qu'elle était latente, mais j'étais très jeune, j'avais 15 ans. Ah oui. Donc à l'âge de 15 ans, on n'a pas encore tous les codes. Et ce qui était très bizarre d'ailleurs, c'est que ce que je percevais ou ce que je ressentais, j'avais même le sentiment, l'impression que peut-être que mes petits copains du même âge pouvaient aussi capter et ressentir la même chose, que on était tous faits dans le même moule et qu'on ressentait tous la même chose. Alors qu'effectivement, c'était des perceptions qui étaient totalement différentes pour moi et qui n'était pas celle-là pour les enfants de mon âge, quoi. Et à ce moment-là, comment ça s'est produit? Vous avez vu des entités là? Quel type de médiumnité vous avez développé finalement? Alors, dans un premier temps, moi je l'ai refusé ça parce que dans un premier temps, c'est quelque chose qui m'a fait très peur et comme je le disais tout à l'heure, j'étais pas préparé à ça. Donc effectivement, à l'âge de 15 ans, ça peut ne faire que peur. Donc j'ai mis ça de côté pendant un certain temps et en fin de compte, j'ai eu des sensations qui sont revenues dans les années qui ont suivi à partir de 16, 17 ans où je ressentais des événements négatifs et je visualisais toujours de la même façon. En fin de compte, moi je ne visualisais pas à proprement dit des entités ou des personnes, mais c'était plus une intuition profonde qui était là et qui me donnait la marche à suivre déjà de ce que j'avais à faire, du ressenti que je pouvais avoir aussi vis-à-vis des gens qui m'entouraient, à savoir si les gens étaient positifs pour moi ou étaient négatifs. Et après, ça s'est accentué quand j'ai vu effectivement, une fois de plus, encore des décès. Mais après, je me suis aperçu en discutant avec d'autres médiums que malheureusement, quand on commence à avoir des flashs de voyance et de médiumnité, pour tout le monde, c'est pareil. Ça commence exclusivement par des flashs très négatifs et par l'annonce de décès des personnes qui nous entourent.
Ah oui, alors c'est pas très agréable ça, surtout à gérer. Du tout, c'est pour ça que je l'ai refusé au départ, parce que je n'avais pas envie d'être perturbé plus que je ne l'étais déjà par ça, quoi. D'autant plus que on peut se tromper. Oui, on peut effectivement se tromper. Et puis même, ça fait maintenant plus de 25 ans que je fais ce métier et que je l'exerce. C'est ce que je dis toujours aux gens qui me consultent. Il faut rester très humble par rapport à ça parce que on peut toujours faire des erreurs. On peut aussi... Alors, moi, ce que je me suis aperçu, c'est qu'on interprétait les signaux ou les visions d'une façon pas toujours très juste. Voilà. Et c'est à ça qu'il faut faire attention parce que, on nous apprend des fois dans certains bouquins comme l'interprétation des rêves ou l'interprétation des signes médiumniques, mais j'ai l'impression qu'on a tous notre propre fonctionnement aussi à chacun, et on a tous nos codes à nous. Vous voyez nos propres perceptions. Exactement, et qui sont pas nécessairement les mêmes pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Donc après, je suppose que les choses se sont modifiées pour vous ? Oui, après je suis arrivé à une phase où il fallait accepter cet état de fait et qu'il fallait faire avec et qu'il fallait le gérer aussi parce que, en fin de compte, je me suis aperçu que quand on était médium, on était très souvent déstabilisé sur le plan émotionnel. Et l'émotionnel est quelque chose qui est très fragilisé chez tous les médiums. Et moi, j'avais un émotionnel qui était extrêmement fragile et j'ai eu beaucoup de mal pendant les premières années où j'ai exercé à ne pas tomber dans l'empathie par rapport aux gens et à ne pas me laisser manger entre guillemets par les gens parce qu'on est des véritables éponges et on capte tout et on attrape tout. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer. J'ai mis des années à comprendre ça et à gérer cet état-là. Mais à ce moment-là, quand vous receviez tous ces messages entre guillemets, enfin ces flashs et ces ressentis, est-ce que vous vous êtes posé la question d'où ça venait ? Je me suis posé la question de savoir, parce que j'entendais aussi des médiums autour de moi qui me disaient, alors moi je suis en contact avec des entités, je suis en contact avec des guides spirituels, mes guides me disent ça, mes guides me disent ceci, mes guides me disent cela, et en fin de compte, moi j'ai une perception qui est différente parce que elle est fluctuante, c'est-à-dire que je fais de la clairaudience et de la clairvoyance, c'est-à-dire qu'à certains moments, je vais entendre des choses comme une espèce de petite voix qui va me parler et qui va mais plus me donner des consignes et des choses à suivre plutôt qu'un message spirituel ou d'un message d'un guide. Et puis la clairvoyance, ça va être comme un film, comme des images qui vont défiler, mais vraiment l'impression d'être assis dans un fauteuil devant un film et de voir le film se dérouler. Et j'ai eu des choses d'ailleurs qui sont arrivées sur le plan personnel par rapport à mes enfants où je voyais le déroulement d'une situation et je leur expliquais de faire attention à ça, et malgré tout, bien sûr, ça finissait par arriver, quoi. Comme des scènes, en fait, on va dire. Vous voyez comme des scènes. Comme des scènes, effectivement, comme un film. Ouais. C'est en couleur ? très surprenant. C'est en couleur ? Très surprenant. Oui, on a l'impression d'être au cinéma. C'est complètement quelque chose qui s'affiche devant nos yeux et on voit la scène comme si on avait eu une caméra et qu'on avait filmé ce qui allait se passer, quoi. Et donc aujourd'hui, alors, votre médiumnité a évolué, je suppose ? La médiumnité, elle évolue, elle s'aiguise un petit peu comme, je dirais, un pianiste qui fait ses gammes ou un dessinateur qui passe du temps à faire des dessins tous les jours pour se perfectionner. Effectivement, cette médiumnité, elle devient de plus en plus précise, de plus en plus affinée et puis de plus en plus rapide. C'est-à-dire que peut-être que le fait d'avoir beaucoup travaillé effectivement aussi en voyance sur des médias comme la radio ou la télé, on est habitué à aller très vite et à aller à l'essentiel, mais moi j'ai cette particularité qui étonne toujours beaucoup parce que j'ai souvent des gens qui m'appellent en me disant mais comment est-ce possible qu'au téléphone on puisse faire de la voyance tout à fait, quand on n'a pas la personne en face de soi. Ça intrigue toujours les gens et surtout que moi j'ai ce phénomène qui est d'aller très vite à l'essentiel et de capter très vite des événements. Donc ça interpelle toujours les gens en se disant mais comment est-ce possible d'aller aussi vite et surtout sans avoir la personne en face de soi. Mais ça je pourrais vous dire que j'ai pas la réponse. Mais est-ce que c'est pas stressant à la radio, mais surtout à la télévision, sur un plateau de télé où tout le monde s'agite ? Alors,
il y a beaucoup de phénomènes qu'il faut prendre en compte, et c'est vrai que moi j'ai des collègues autour de moi qui sont d'excellents médiums, mais on va revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la déstabilisation au niveau de son émotionnel. Et je pense que quand on a réussi à comprendre qu'il fallait gérer son émotionnel et qu'il fallait l'encadrer, effectivement on arrive à dépasser ça, parce que quand on est sur un plateau de télévision, on a la pression effectivement déjà de la production qui vous dit il faut tant qu'à faire que ça marche, il faut qu'il y ait des résultats, que ça soit spectaculaire. Après, vous avez tous les techniciens autour de vous, vous avez la lumière qui est très forte, très importante avec les caméras, et vous avez toujours du public aussi qui est là. Ce qui fait que vous pourriez à certains moments aussi capter des énergies venant d'autres personnes et peut-être pas spécialement en face de l'animateur qui va vous poser les questions ou la personne que vous allez avoir au téléphone. Donc ça, en fin de compte, c'est comme s'il fallait apprendre à gérer tout ça. Est-ce qu'à la radio, c'est pas plus cool, entre guillemets? Je veux dire, la radio, c'est quand même un média un peu plus intimiste que la télé. Oui, tout à fait. Moi j'ai fait sur des grandes chaînes de radio beaucoup d'expériences comme ça où je faisais de la voyance en direct au pied levé. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est derrière son micro, on est tranquillement dans une petite station de radio au chaud et on n'a pas la pression effectivement de l'audimat, quoique maintenant les radios sont aussi un petit peu la guerre. Oui. Donc ça a changé, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus décontracté. Alors la chose qui diffère et la chose qui change quand même par rapport à ça, c'est quand même le fait que quand vous avez une personne qui est à la radio, ça veut dire qu'elle est au téléphone tranquillement derrière son téléphone chez elle et qu'elle n'aura aucun scrupule, puisque c'est presque anonyme, à vous dire vous vous trompez complètement ou vous êtes à côté de la plaque ou c'est pas ci ou c'est pas ça. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Que quand sur un plateau de télé vous avez un animateur, vous avez quelqu'un en face de vous, bon, il y a toujours la bienséance qui fait qu'on arrondit un peu les angles. Mais en radio, j'ai toujours remarqué que les gens ne prennent pas de gants et on est toujours sur le fil du rasoir. C'est-à-dire que on n'a absolument pas le droit à l'erreur parce que comme c'est presque de l'anonymat, la personne qui est derrière son téléphone, elle va surtout pas se gêner de vous dire que vous vous trompez. Ah, tout à fait. Est-ce qu'une connivence entre l'animateur et vous-même est nécessaire? Une complicité, si vous voulez. Alors, ce qui est nécessaire, c'est que la personne soit interpellée et intéressée, en tout cas, par le sujet. Il est vrai que c'est toujours difficile de faire des voyances à des personnes qui n'y croient pas ou qui sont là un petit peu pour, entre guillemets, taper sur la voyance. Donc ça, c'est toujours un peu plus compliqué. Et c'est vrai, par exemple, que moi, je n'accepte plus d'aller dans les émissions de débat parce que à 90% des cas, la plupart du temps, c'est négatif. Les gens sont là pour démolir ce qu'on a essayé depuis des années de construire autour de la voyance. Donc, je vais plus dans ce genre de débat. Alors bien sûr qu'il y a des charlatans, il y en a partout, mais des charlatans, il n'y a pas que dans la voyance qu'il y en a. Ah oui, il y en a dans tous les corps de métier. Bien entendu, même dans la médecine. Bon, c'est pas pour autant que la voyance n'existe pas. Exactement. Ce qui est toujours intéressant, c'est justement de faire des expérimentations en direct. Il y a quelques années de ça, moi j'ai fait avec Stéphane Rothenberg une émission sur M6 qui s'appelait Normal Paranormal, où on était confronté à des psychiatres qui étaient en face de nous quand on faisait nos expérimentations. Et là, sans le vouloir, ça cautionnait un petit peu notre travail parce que on avait un scientifique en face qui validait ou pas ce qu'on faisait, même s'il n'était pas toujours à 100% de notre côté. Quand l'expérimentation marchait, il était obligé de dire que ça marchait. Bien sûr, bien sûr. Donc là, ce type d'intervention et d'opération, je dirais, est intéressante. Moi, j'ai fait aussi, là, il y a quelques jours en arrière, une émission avec Christophe Beaugrand, où on me demandait si dans le studio dans lequel j'étais, je ressentais des entités, des personnes décédées, parce qu'on n'était pas loin des fêtes d'Halloween. Et effectivement, j'ai dit que je sentais quelqu'un. J'ai même donné le prénom de la personne que je ressentais, en disant qu'elle était décédée depuis peu de temps. Et tout le monde a été estomaqué, parce qu'en fin de compte, c'était le grand-père de l'animateur qui était décédé depuis 1 an. En effet. Voilà. Donc là, ça cautionne effectivement, et c'est intéressant de faire ce genre d'émission, mais pourquoi? Parce que on est dans des expériences, alors elles sont pas toujours concluantes, on n'est pas toujours en pleine forme, on n'est pas toujours à 100% de ses capacités, mais en tout cas, moi j'aime bien faire ce genre de choses parce que c'est aussi une façon de se dépasser.
Vous me parliez des psychologues, des psys sur les plateaux de télé, c'est quand même assez déstabilisant, parce que les psychologues, les voyants et les médiums, ça fait pas toujours bon ménage. Non, ça n'a jamais fait bon ménage. Ça n'a jamais fait bon ménage. Et puis, il faut savoir que un psychiatre, par exemple, qui est invité sur un plateau de télévision, sera invité justement pour contrer ça et pour donner l'aspect scientifique et pour rester sur ce côté cartésien. Quand je parlais de l'émission de Stéphane Rothenberg, là, tout à l'heure, le psychiatre qui était sur le plateau disait que, bon, j'avais beaucoup d'expérience, que ça m'aidait beaucoup. Il voyait bien que l'expérience avait réussi à 100%, mais il avait du mal quand même à aller dans ce sens-là. Et quand on est sorti du plateau, qu'on était off, qu'il n'y avait plus de caméra qui tournait, il est venu me serrer la main, me féliciter en me disant vraiment chapeau, parce que là, vous avez fait un truc extraordinaire sur le plateau. Et je lui dis, mais c'est quand même bizarre que vous me disiez ça là, alors que vous auriez pu le dire sur le plateau. Et il m'a répondu, un psychologue, un psychiatre et un scientifique ne pourra jamais dire ce genre de choses face à une caméra de télévision. Et pourquoi pas ? Eh ben oui. Le jour où ils auront un petit peu plus de confiance en eux, peut-être que ça se fera, mais pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. D'ailleurs, on le retrouve aussi sur cette attitude chez certains journalistes. Ah oui, complètement. Oui, on a des journalistes qui sont un petit peu anti tout ça. Alors, le problème est que tout ce qui est toujours en rapport avec le paranormal, la voyance et tout ça, les journalistes savent que ça fait de l'audience. Ils appellent ça des marronniers d'ailleurs, puisque voilà, c'est le fait que ça marche, que ça fonctionne, que ça fait de l'audimat. Donc on y retourne, on recommence, on fait toujours venir des médiums, etc. et autres. Mais d'un autre côté, ils peuvent pas s'empêcher non plus de casser ou de démolir, quoi. Ouais. C'est un peu leur façon de fonctionner. Sauf que tout ce qui est paranormal, entre guillemets, bien que je n'aime pas ce terme, donc voyance, médiumnité, les expériences de NDE, enfin toutes les expériences d'ailleurs que nous relatons ici régulièrement à l'antenne, c'est du sérieux et ça doit être respecté. Ah oui, complètement. Alors il y a certaines personnes qui interviennent comme des médecins, anesthésistes ou différentes personnes qui ont fait des bouquins d'ailleurs sur ce sujet depuis quelques années et ça évolue. Moi je vois aussi par exemple, il m'est arrivé 2 fois de recevoir à mon cabinet des gens qui arrivent avec une en-tête d'un médecin qui m'écrit un petit mot en me disant voilà, je vous adresse cette personne parce que pour moi, la science ou la médecine ne peut rien pour elle, mais je vous ai vu, je vous ai entendu et je pense que vous pouvez l'aider. Donc c'est quand même une avancée assez incroyable, quoi. C'est encore rare. Oui, tout à fait, trop rare. Ouais. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. La météo en France, dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Jean Didier et nous parlons médiumnité. Une bonne émission sur la voyance, sur le paranormal en général, c'est l'émission de Stéphane Alix sur M6. Complètement, et bizarrement cette émission qui a été rediffusée l'été dernier n'a pas rencontré le succès qu'elle aurait dû rencontrer. Elle a été arrêtée en cours de route, mais c'est assez incompréhensible parce que en ce moment il y a beaucoup d'intérêt pour ce type d'émission, mais je pense que ou les gens sont pas prêts, ou alors c'est pas diffusé aux bonnes heures, ou pas dans les bons créneaux, parce que moi j'ai participé à 3 émissions aussi pour Énergie 12 qui étaient des émissions qui étaient très 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 bien faites, très bien réalisées, qui s'appelaient Au cœur de l'inconnu. Et en fin de compte, il y a eu 2 épisodes de diffusés, et au bout du 2e épisode, ils ont décidé d'arrêter de diffuser la suite de ce qui avait été déjà enregistré. Et j'ai trouvé ça très dommage. Le problème même maintenant, c'est que il y a tellement la guerre des chaînes, c'est qu'ils ne laissent plus du tout un programme s'installer sur une chaîne. Ah non, c'est pas drôle ça. Voilà, et ce qui fait qu'en très peu de temps, une émission se retrouve très vite déprogrammée. D'ailleurs, même pour les séries,
Oui, Même pour les séries télévisuelles. Ou alors on vous balance 3 ou 4, 5 épisodes de peur que ça ne marche pas la semaine suivante, donc on liquide. Hein. Oui, mais ce qui est assez incroyable maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens ont investi de l'argent, du temps, on fait déplacer des personnes, dans lequel on a fait des tournages, dans lequel on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, ça a coûté beaucoup d'argent à la production, mais ils s'en fichent, c'est pas grave, ils le diffusent pas. Oui, Et ça, c'est incompréhensible. C'est regrettable en tout cas. C'est regrettable parce que moi, je vois, là, on avait tourné des très très belles émissions où on avait fait, pour une fois, je crois que ça s'était fait qu'une seule fois à la télévision. Et en fin de compte, il y avait eu une histoire qui s'était passée dans un appartement à Rouen. Et il y avait une médium qui était venue raconter ce qu'elle sentait, ce qu'elle visualisait. Elle a raconté tout le récit de tout ça, quoi. Et en fin de compte, la production s'est dit, tiens, ça serait peut-être pas bête de faire venir un autre médium pour avoir une autre visibilité de ce qui s'est passé aussi dans cet appartement, si le médium voit la même chose, etc. et autres, quoi. Et en fin de compte, donc ils m'ont fait venir, moi, en me disant que quelqu'un était intervenu, avait trouvé certaines choses dans l'appartement, mais bien sûr, c'était bien gardé de me dire ce que c'était, ce que la voyante avait vu, ce qu'elle avait décrit, etc., quoi. Et en fin de compte, on a tourné donc 2 émissions en parallèle, et c'était tellement fort et tellement probant et tellement similaire qu'on pouvait faire du copier-coller, presque même mot à mot de ce qu'on disait. Ah oui. C'était fabuleux. En fin de compte, j'étais extrêmement content de cette émission parce que ça démontrait que voilà, deux médiums avaient vu exactement la même chose et racontaient le même récit. Et de la façon dont c'était monté, parce que j'avais vu des images au montage, c'était vraiment une très très belle histoire, très bien racontée d'un côté comme de l'autre, et ça crédibilisait un petit peu la médiumnité justement. Bien sûr. Et bien justement, cette émission n'a pas été diffusée et malheureusement, elle ne sera jamais diffusée. Oui, ben c'est vraiment regrettable. Ah, ça, c'est regrettable parce que quand on s'est donné beaucoup dans ce genre d'émission et que on a eu quelque chose sur lequel on est content, parce que c'est vrai que moi, j'ai fait en 25 ans de métier, vous savez que j'ai fait énormément d'émissions et il y en a beaucoup sur lesquelles j'ai eu à revenir, où j'étais pas content, où les montages étaient tronqués, où ils avaient coupé des séquences essentielles qui passaient pas à la télé parce que voilà, à cause du temps, du timing et de différentes choses, ils sont obligés de monter, mais les 3/4 du temps, comme c'est pas des gens qui sont spécialisés dans la voyance ou dans le paranormal, ils montent ça un petit peu voilà, de façon sensationnelle. Ouais. Et passent à côté souvent de moments très importants. Et là, pour une fois qu'on avait une émission qui avec une mécanique qui fonctionnait super bien, et 2 médiums qui allaient dans le même sens, où on pouvait dire pour une fois à la télé on va voir quelque chose d'intéressant. Manque de chance, c'est pas passé. C'est ce que demandent les gens en général, hein. Ils demandent des émissions sérieuses, hein. Ils en ont un peu assez du sensationnel. Oui, je pense que les gens veulent être dans la réalité et comprendre exactement ce qui se passe. Et moi, je sais que quand je participe à ce genre d'émission de télévision, j'ai beaucoup de mails qui suivent dans les jours qui suivent, justement parce que les gens ont encore ou des interrogations, ou se posent des questions, ou ont vécu des choses similaires et ont besoin d'aide, en fin de compte, pour avancer aussi, eux, de leur côté. Alors revenons à la médiumnité, à la voyance à proprement parler. Vous utilisez des supports ? Oui. Alors expliquons ce qu'est un support. Alors, un support divinatoire, en fin de compte, c'est un outil de travail qui va être le lien entre le médium et soit sa médiumnité ou soit son intuition. Voilà, moi j'ai coutume de dire, en fin de compte, que c'est un petit peu comme une espèce de pelote de laine dans lequel on va chercher le fil pour pouvoir tirer dessus, et une fois qu'on l'a bien attrapé, ce fil, si on tire correctement dessus, tout vient, tout arrive et tout suit. Alors c'est vrai que moi je suis depuis très longtemps attaché au tarot de Marseille, parce que le tarot de Marseille est pour moi un outil de référence en matière de voyance, et je pense que c'est un très très bel outil qui a encore beaucoup de choses à faire avec.
Et puis à côté de ça, il peut y avoir d'autres supports qui peuvent être, comme avant dans le passé on utilisait la boule de cristal ou le pendule, mais moi je me suis aperçu aussi qu'à différents niveaux et à différents moments, en fin de compte, tout pouvait devenir support divinatoire à partir du moment où on a décidé que l'objet en question qu'on en avait sous les yeux pouvait servir de support divinatoire, ça le devenait. C'est très, très bizarre comme fonctionnement. Mais c'est quelque chose qui marche assez bien aussi. Est-ce qu'on peut travailler sans support ? On peut travailler sans support. Alors, beaucoup de gens ne travaillent pas sans support parce que, si vous voulez, ça fatigue très vite. Quand on n'a pas de support, on met beaucoup plus d'énergie à travailler, à mettre son intuition en route et à faire fonctionner les choses. Et puis, il y a un autre cas de figure qui se présente, où moi j'étais assez souvent confronté à ça en cabinet, c'est que, en fin de compte, bizarrement, un support de voyance rassure les gens. Ils ont l'impression que quand on ne lit pas les cartes ou quand on ne travaille pas avec un pendule ou quelque chose, qu'on pourrait affabuler ou qu'on pourrait inventer ou qu'on pourrait créer une histoire comme ça. Et le fait d'avoir des cartes devant et puis d'être aussi un acteur actif à la consultation, c'est-à-dire participer, tirer des cartes, se sentir investi de quelque chose, pour le consultant qui est en face, c'est beaucoup plus intéressant. Vous avez déjà travaillé sans support ? Il m'est arrivé de travailler sans support, alors pas sur des émissions parce que, en fin de compte, le support permet de sécuriser aussi des choses. Et vous savez bien que dans les émissions de télé ou de radio, quand on fait de la voyance, il vaut mieux être performant quand même. Donc on essaie de mettre toutes les chances de son côté. Mais moi, il m'est arrivé de travailler sans support parce que je me suis retrouvé dans des rendez-vous justement de médias en ayant totalement fait abstraction du fait qu'il fallait que j'emmène mes cartes ou autre chose. Et je suis arrivé, j'avais aucun support, j'avais rien, et l'émission était là et il fallait bien la faire et il fallait bien se débrouiller. Et en fin de compte, j'ai l'impression que là aussi, c'est pas des épreuves, mais c'est des bons en avant qui nous sont proposés en tant que médium pour pouvoir avancer. Donc du coup, on fait avec la situation comme elle se présente, et ça marche aussi bien que si on était venu avec son jeu de tarot. En fin de compte, on s'aperçoit que effectivement, peut-être c'est à certains moments le fait de pas vouloir se faire assez confiance ou avoir peur de se tromper ou être toujours dans une espèce de performance. Donc on essaie de se sécuriser, mais c'est vrai que sans support, ça peut aussi très bien fonctionner. En fait, quelque part, un support, c'est comme une canne. Exactement. C'est comme une canne, sauf que moi, comme je le disais tout à l'heure, j'utilise plus le symbole de la pelote de laine parce que ça me plaît bien, dans le sens où on cherche et on trouve quelque chose, et l'intérêt c'est que quand on a attrapé, on pourrait même prendre comme symbole la canne à pêche, quand on a attrapé quelque chose et qu'on perd, effectivement à partir de là il y a quelque chose qui se met en action et la voyance se développe. Vous savez que tout le monde a de l'intuition, tout le monde peut développer son intuition, il suffit de se faire confiance et d'avancer toujours avec cette intuition, quoi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que en ce moment les gens voient de plus en plus des choses, ils sont de plus en plus sensibles? Alors, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est simplement que les gens se posent de plus en plus de questions, ce qui est, à mon sens, un petit peu différent. Et s'interrogent de plus en plus sur l'avenir, sur la vie après la mort, sur les entités, sur les fantômes, sur tout ce genre de choses. En fin de compte, les gens sont plus réceptifs à ça. Et il faut dire aussi que c'est quand même des sujets qui sont de plus en plus médiatisés depuis quelques années. Moi, quand j'ai commencé la voyance il y a 25 ans en arrière, il y avait très très peu d'émissions. Il y avait une émission phare à la télé qui était présentée par Alexandre Balou, qui était Mystère. Mais à part ça, il n'y avait rien. Il y a Didier Derlich qui commençait sur RTL et c'était tout, quoi. On avait très vite fait le tour. Maintenant, toutes les radios parlent de ça, toute émission de télévision un petit peu médiatique tourne toujours autour de ces sujets-là, que ce soit autour d'Halloween, que ce soit pour la nouvelle année, pour le nouvel an chinois. Enfin, il y a toujours une bonne raison de venir parler de ça, quoi. Et puis il y a beaucoup d'ouvrages sur les réseaux sociaux, dans les librairies, qui sont présentés aussi dans les émissions radio et télé, sur la recherche.
Exactement. Il y a beaucoup plus de petits éditeurs, et puis on peut même aussi faire maintenant avec Internet de l'auto-édition. Donc il y a plus de gens qui s'expriment par rapport à ça. Au niveau de la lecture, c'est pareil. On trouve beaucoup maintenant de e-books ou de documents sur Internet. Il y a énormément de vidéos qui sont disponibles aussi maintenant. L'intérêt aussi, par exemple, par rapport aux chaînes de télévision, c'est que maintenant on peut voir les émissions en replay, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années en arrière. Donc en fin de compte, tout ça cumulé fait que on a l'impression que les gens s'y intéressent plus, mais c'est pas vraiment qu'ils s'y intéressent plus, c'est qu'ils ont plus d'outils à leur disposition. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, vous pensez que finalement ça les amène à réfléchir beaucoup plus et du même coup à développer leurs possibilités? Exactement. Et puis moi, comme d'autres médiums, on a souvent ce discours, en plus de dire, comme je le disais tout à l'heure, que chacun de nous a de l'intuition, chacun de nous a des capacités pour développer cette intuition, et qu'effectivement, avec un bon professeur, un bon médium ou un bon bouquin, on peut avoir des exercices. Moi, j'ai écrit dans différents magazines des exercices pour développer son intuition, et ça, tout le monde peut le faire, et c'est très intéressant parce que moi, je dis pas aux gens devenez médium professionnel, je leur dis travaillez votre intuition, travaillez éventuellement votre médiumnité pour pouvoir l'utiliser dans votre vie de tous les jours. Absolument. Ça, c'est déjà un plus et c'est déjà mieux. Absolument. Moi, je trouve que c'est nécessaire, en tout cas. Exactement. Ouais. On parle beaucoup de coaching, vous savez, depuis aussi quelques années. Ça revient un petit peu à la même chose. Oui. Il y a des gens en coaching qui aident les personnes à développer leur intuition. Est-ce que le fait d'être médium, voyant, ça vous a incité à faire de la recherche ? Pas spécialement. En fin de compte, je fais partie des gens qui se contentent très souvent de ce qui se passe, de ce que je ressens, et je suis pas dans la recherche absolue de dire et de comprendre le pour qui, du pourquoi, du comment de la chose. J'ai déjà toutes ces choses-là qui sont pas faciles à gérer, pas faciles à développer, et un cheminement que j'essaie d'avoir progressivement plus ou moins bon. Donc ça fait déjà beaucoup de choses, quoi. Quel est le taux de réussite d'un bon médium en général ? Alors, le taux de réussite, ça va dépendre de la façon dont la personne travaille, ce qu'elle fait, la façon dont elle évolue aussi spirituellement. Mais on peut considérer qu'un médium, normalement, n'a jamais 100% de réussite. Ça, je ne connais pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a 100% de réussite et je connais personne qui a 100% de réussite. Je crois que ça n'existe pas. Non. Mais par contre, on peut quand même dire qu'on avoisine autour de 80%, 75-80%, ce qui est déjà énorme. C'est un bon pourcentage, hein. Ouais, c'est déjà énorme. Alors après, on peut se dire, alors pourquoi pas 100% ? Alors les 100%, parce que on a tous une marge d'erreur, d'une part, et puis d'autre part, on a aussi le fait qu'on interprète mal à certains moments les symboles que l'on nous envoie, ou les sons, ou les voix qu'on entend, ou les images, on les interprète peut-être d'une façon trop hâtive, trop rapide, et du coup, on passe un peu à côté de quelque chose. Ce qui reste très compliqué, et ça je le constate depuis le début de ma carrière, et tous les médiums ou tous les voyants avec qui je parle, c'est toujours le même problème, c'est tout ce qui est en rapport avec le temps. Et c'est vrai que tout le monde nous demande toujours, alors à quel moment ça va arriver, à quelle période. Ça, c'est très compliqué. Alors moi, j'ai trouvé une solution, entre guillemets, qui est plutôt de travailler sur les saisons, ce qui est déjà pas si mal, et de parler en termes de saison. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit, voilà, j'ai envie d'acheter une maison, est-ce que vous pensez que je vais trouver cette maison et quand ? Je lui donne une saison parce que je vois, toujours pareil, soit le soleil, soit le beau temps, soit la neige, soit autre chose, ce qui me guide par rapport à ça, quoi. D'accord. Le médium est dans quelle disposition quand il est en consultation pour faire une bonne médiumnité, tout au moins mettre toutes les chances de son côté ?
Alors là, c'est pareil, c'est très variable. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que chacun a un petit peu son rituel ou sa façon de fonctionner. Vous avez des médiums, moi j'ai des amis, quand on leur propose une émission, ils disent oui, je veux bien, mais vous venez me filmer chez moi dans mon bureau. Parce que je suis chez moi, je suis dans mon univers, je suis dans mon cocon, tout ça est magnétisé, tout ça m'appartient et je gère. Si je vais sur un plateau de télé, je gère plus les énergies, je gère plus ce qui se passe et je suis moins performant. À côté de ça, vous avez quelqu'un comme moi qui va être un peu un casse-cou et qui va dire moi, vous m'amenez dans n'importe quelle situation, vous me mettez place de l'Étoile à 19h ou à 17h quand c'est bondé de monde et vous me harcelez de questions et ça va me plaire parce que ça va me sortir complètement de mon contexte et c'est un challenge et j'adore les challenges. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. En fin de compte, tout dépend de la personnalité du médium. Et là, il n'y a pas de règle absolue par rapport à ça. Alors maintenant, quand on fait de la vraie consultation en cabinet, il est sûr qu'on est toujours mieux chez soi, bien sûr, dans son cabinet, à travailler. Alors après, vous avez des gens qui vont créer une atmosphère, qui vont mettre des bougies, d'autres qui vont mettre une musique de fond, d'autres qui vont avoir besoin de beaucoup de lumière extérieure. Enfin, voilà, chacun doit trouver, en fin de compte, ce qui lui correspond le mieux pour pouvoir être dans les meilleures conditions possibles pour faire sa consultation. En tout cas, je vous admire d'être sur les plateaux de télé parce que moi qui n'aime pas l'agitation, je serais mal. Oui, mais c'est... Je sais pas, je me sens chez moi, ce qui est très bizarre. Et généralement, les gens me disent que je suis assez à l'aise sur un plateau. Mais là, c'est pareil, j'ai pas la solution. Je crois que je suis un communicant, en fin de compte. La seule chose que je sais, c'est que je suis communicant et que j'adore communiquer par rapport à ma profession et mon métier. Et ce qui peut faire peut-être la différence avec certains médiums qui, eux, vont être un peu plus renfermés, vont être un petit peu plus chez eux, comme je le disais tout à l'heure, et se sentir bien que quand ils sont chez eux. Voilà, moi, j'aime communiquer, je me ressource beaucoup à travers la communication. J'ai fait des conférences pendant très longtemps, et quand je sortais de conférences, j'étais une vraie pile électrique qui était regonflée à bloc. Le fait de parler, le fait de m'exprimer, c'est quelque chose qui va très bien avec ma personnalité, et je m'en suis rendu compte parce qu'effectivement, quand je sors des émissions de télé, je suis complètement regonflé en énergie, comme quand je sors d'une consultation ou par exemple d'une conférence. Bah écoutez, le principal, c'est que ça fonctionne. Exactement. Et le plus important, c'est que chacun puisse trouver son mode opératoire de fonctionnement et que ça lui convienne. À partir de là, il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas de bouquin dans lequel c'est écrit qu'il faut faire ça, qu'il ne faut pas faire ça. Comme on disait avant dans le temps, il ne faut pas faire les cartes le lundi, parce que le lundi, les cartes ne parlent pas, ou à la pleine lune ceci, à la nouvelle lune cela. Et en fin de compte, je pense qu'on peut vraiment dépasser complètement tout ça, parce que moi, si j'avais pas dû travailler tel jour parce qu'il faut pas ou ceci ou cela, il y a plein de choses que j'aurais pas fait dans ma carrière, quoi. Et il y a beaucoup de superstitions, hein. Il y a beaucoup de superstitions autour de tout ça. Et puis, je pense qu'il y a une époque, il y a encore 30, 40 ans en arrière, on donnait surtout un côté très mystérieux et très mystique à tout ça. Et on a dépoussiéré ce côté mystique, parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? C'est que les gens qui étaient qualifiés dans ce milieu, c'était des gens très âgés. Il y a eu Madame Soleil, il y a eu d'autres personnes, et ce n'était que des gens très âgés. Tout ça a changé quand? Dans les années 80, quand Didier Derlich est arrivé, jeune médium, jeune voyant, qui a commencé à faire des émissions de télévision, qui a dépoussiéré un petit peu tout ça et qui a été la personne qui a ouvert la porte à tout ce qui se passe maintenant aujourd'hui dans les médias, quoi. Ça a été un peu le précurseur de tout ça. C'est pour ça que je vous parlais de recherche tout à l'heure, parce que la recherche aide à la compréhension et justement dépoussière un peu tout ça et donne des informations concrètes. Oui, vous voyez ce que complètement. Tout à fait. Je comprends ce que vous voulez dire, mais après, c'est toujours pareil par rapport à chaque personnalité. On en a besoin ou on n'en a pas besoin. Moi, je suis plus dans le côté communicant. Oui, mais ça peut être utile pour les auditeurs ou pour les consultants. On devrait chercher tous, à mon avis. Oui, vous avez sûrement raison. Mais après, je pense que la personnalité de chaque individu Bien entendu. On évolue de façon différente. On marque une pause, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud.
Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Jean Didier et nous parlons médiumnité. C'est quand même une responsabilité d'être médium. Quand vous voyez des choses pas très agréables, vous voyez ce que je veux dire, comment vous réagissez? Alors, c'est vrai qu'on a toujours une problématique face à la mort, surtout. D'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes qui viennent en consultation qui me disent si vous voyez des décès, vous ne m'en parlez pas. Donc ça, c'est quelque chose qui revient assez de façon récurrente. Et puis même en tant que médium, on a toujours cette espèce de dilemme de se dire, faut pas oublier que tout à l'heure on a parlé du fait qu'il y ait 75 à 80% de réussite. Ça veut dire qu'en face, on a quand même un pourcentage où on peut se tromper. Donc est-ce qu'on annonce la mort de quelqu'un et qu'on risque de se tromper? Et ça peut être catastrophique à ce moment-là par rapport à ce qu'on va annoncer à la personne qu'on a en face de soi. Ce qui veut dire que beaucoup de médiums ont pris le parti de ne pas parler de la mort et de ne pas annoncer des décès. Moi, je les annonce pas, mais j'essaye de faire en sorte que la langue française étant tellement riche et qu'on a tellement de mots et qu'on peut jongler avec, et que en fonction surtout aussi de la personne que j'ai en face de moi, si je sens que cette personne est très fragilisée, qu'elle est pas bien psychologiquement, qu'elle est un peu dépressive, il est évident que je vais pas du tout aller sur ce terrain-là. Maintenant, si je sens que la personne peut entendre certaines choses, je lui dirais peut-être pas carrément qu'il y a un décès, mais je lui dirais qu'il faut se préparer parce que il y a un potentiel d'évolution qui est pas très très bon, ou qu'il y a des choses qui peuvent venir et qu'il faut s'y préparer, mais je vais pas parler ouvertement et directement de la mort. Alors, vous donnez des conférences? Oui. Oui, alors comment réagissent les gens dans les conférences? Moi, j'ai pris le parti de faire des conférences interactives. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, les gens s'interrogent, se posent beaucoup de questions, ont envie de comprendre, ont envie de savoir. Ça, c'est un fait. Et je suis pas pour le fait que quelqu'un soit en face d'un médium qui va parler pendant 1h30 et qu'il va falloir rester assis bouche bée à l'écouter comme si c'était du pain béni. J'aime bien que les gens se sentent, comme dans les consultations, concernés et qu'ils aient envie de participer. Des fois, ça se passe par des exercices que je vais faire avec eux, où je vais leur demander de venir à côté de moi et on va faire certaines choses. Parfois, ça va être leur demander de me poser des questions ou des interrogations ou autre. En fin de compte, ma conférence, elle n'est pas établie à l'avant d'une façon très précise. Elle se fait en fonction du climat des gens qui sont là, de leurs attentes, des questions qu'ils posent, et puis on fait évoluer ça comme ça. Et quelque part, c'est un peu pédagogique. C'est très pédagogique. C'est comme les livres que j'ai écrits. Je suis désolé, je parle de moi parce que vous me posez des questions. Je ne voudrais pas paraître prétentieux par rapport à ça. Mais voilà, je fais des livres qui sont accessibles parce que je pense qu'il faut rester très simple et très accessible justement vis-à-vis des gens. Et on a fait plusieurs bouquins en livre de poche qui sont encore plus accessibles parce que les gens peuvent les trimballer avec eux dans un petit sac ou autre chose et les lire quand ils ont envie de les lire. Et du coup, cette collection poche marche très très bien parce que c'est écrit d'une façon simple, avec des mots simples que tout le monde peut comprendre. On reproche trop souvent aux gens de dire mais vous êtes trop mystique, vous êtes trop dans le mystérieux, vous êtes trop dans des choses théoriques et on comprend pas bien. Et du coup, je pense qu'il faut essayer voilà, d'être à la hauteur de tout le monde pour que ça soit accessible à tous, quoi. Ben justement, présentez-nous certains de vos ouvrages. Alors,
Il y a un livre qui est une référence depuis quelques années, qui est le livre qui s'appelle Méthode express de tirage du tarot. C'est un livre qui est un petit peu une façon d'aborder les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Et donc ça, c'est une référence. Pourquoi ? Parce que, comme on le disait tout à l'heure, le tarot de Marseille, c'est vraiment le support de voyance par excellence. Donc ça, c'est un livre où les gens peuvent prendre des notes, peuvent apprendre à tirer le tarot et surtout, grâce à ce petit bouquin, développer aussi leur intuition. J'ai fait le même ouvrage sur la demande des éditions Bussière, avec lesquelles je travaille depuis donc plus de 25 ans et qui me suivent toujours. On a fait la même chose sur les cartes ordinaires. Et en fin de compte, on a fait une collection comme ça, où on peut après travailler sur le magnétisme, la numérologie. On a retracé un petit peu les supports de voyance. Et le dernier en date qui est sorti est un livre différent, qui est beaucoup plus axé sur la spiritualité, sur le magnétisme et sur la guérison, et qui s'appelle « Développer vos pouvoirs de guérison ». D'accord. Ça, c'est un petit ouvrage dans lequel on retrouve des prières pour se soigner, mais l'utilisation des plantes, des cristaux, du magnétisme, les lieux saints dans lesquels on peut se recueillir et qui sont les plus chargés en énergie, etc., etc. Donc c'est vraiment tout ce qui tourne autour des pouvoirs de guérison, parce que c'est comme pour moi, quand je parlais de l'intuition, où je disais que tout le monde avait l'intuition, la guérison, c'est pareil, les pouvoirs de guérir, on a ce pouvoir de s'auto-guérir. On a un potentiel. Alors, sans rentrer, bien sûr, dans les maladies très graves, attention, je ne veux pas dire qu'on va guérir le cancer, le sida ou d'autres maladies graves, mais bon, pour ce que j'appelle la bobologie, voilà, il y a plein de petits remèdes et plein de petites choses qui peuvent nous aider dans la vie de tous les jours. Alors, je suppose que ces ouvrages, on peut les retrouver sur votre site internet ? On peut les retrouver sur le site internet. Donc, le site internet, c'est pas très compliqué, c'est jean-didier.com. Autrement, si vous avez du mal à trouver, vous allez sur Google, vous tapez Jean Didier. Généralement, Google donne tout de suite le site. Donc, ça, c'est pas très compliqué. Et vous retrouvez la plupart de mes ouvrages, effectivement, qui sont soit disponibles à l'achat par internet ou directement aux éditions Bussière. Les dates de vos conférences, je suppose ? Voilà, les dates de conférences. Alors là, on travaille beaucoup et je pense qu'il y aura prochainement des dates de conférences qui vont arriver parce que j'ai créé un oracle divinatoire, puisque comme j'aime beaucoup les supports divinatoires, j'en ai créé un qui est basé sur toutes les symbolismes de l'hindouisme avec des divinités hindoues, et ça s'appelle l'oracle hindou des dieux de la sagesse. Alors ce qui est très à la mode en ce moment, et puisque c'est une petite box dans laquelle il y a un livre, qui est quand même un livre assez conséquent, puisqu'il doit faire 230 ou 240 pages, je crois, quelque chose comme ça, et un jeu donc qui est un oracle avec des cartes pour pouvoir apprendre à tirer les cartes. Alors juste avant de terminer, est-ce que vous avez un exemple de médiumnité, de voyance réussie ? Alors, il y en a plusieurs, on va dire. Moi, vous savez, des fois, c'est des choses qui sont pas prévisibles ou qui se présentent comme ça au dernier moment. J'ai eu il y a quelques années en arrière une personne qui est venue en consultation en cabinet. On avait terminé la consultation, puis avant de partir, elle me fait « Ah, je vous aurais bien posé la question parce que mon fils voulait acheter une maison et en fin de compte, ça faisait plusieurs fois qu'il avait vu cette maison et on est passé devant ce matin et il y a un panneau vendu et cette maison est vendue par un notaire et le notaire a mis le panneau comme quoi elle était vendue. Et moi, je la regarde et là, j'avais pas mes cartes, j'avais rien puisqu'on était presque dehors. Je lui dis, mais non, cette maison, elle est pour votre fils, elle est à lui. Elle m'a dit, mais non, c'est pas possible puisque je viens de vous dire qu'il y a un panneau qui est vendu sur la devanture de la maison. Je lui dis, écoutez, allez voir ce notaire, laissez les coordonnées de votre fils, dites-lui bien qu'il est intéressé par la maison parce que cette maison, elle est pour lui, il va l'avoir et je pense que les personnes qui se sont portées acquéreurs de cette maison, soit il va y avoir un problème, ils pourront pas l'avoir, ou elle va être remise en vente et ils finiront par avoir cette maison. Et en fin de compte, ils ont effectivement fait ce que je leur ai dit. Et 3 semaines après, ils m'ont téléphoné en me disant « Mais écoutez, c'est absolument incroyable parce que le notaire nous a appelé en disant que les personnes, 48 heures après, avaient bien réfléchi et s'étaient désistées, ne voulaient plus la maison. Et du coup, mon fils a réussi à acquérir la maison. » En effet, bon exemple. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des projets ?
Alors, dans les projets actuels, il y a effectivement les conférences qui vont se mettre en place sur l'oracle hindou des dieux de la sagesse, avec des conférences. Il y a un site aussi qui vient juste d'être terminé, qui permet aux gens de faire des tirages en direct, directement sur Internet. Ils peuvent tester le jeu. Si je peux me permettre, je vais donner ça s'appelle oraclehindou.com, tout simplement, tout attaché, oraclehindou.com. Et là, on peut voir les cartes, on peut les tester, on peut les essayer, on peut faire des tirages en ligne, il y a des réponses qui sont données. Donc là, c'est quelque chose ça tourne beaucoup autour de cet oracle et je pense que ça peut être un cadeau sympathique par rapport à ça. Autrement, j'ai un article dans un magazine papier qui s'appelle Vous et votre avenir, horoscope, où je parle en fin de compte des jours qui suivent la nouvelle lune, parce qu'on parle très 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 souvent de la pleine lune, mais on parle jamais de la nouvelle lune. Donc là, j'ai fait un article assez important sur tout ce qui concerne la pleine lune. Voilà. Et puis il y a des émissions qui sont en préparation pour la télévision, mais pour l'instant, voilà, c'est encore un peu dans les petits papiers. On n'a pas les réponses et on n'a pas les accords, donc je peux pas encore en parler ouvertement, mais généralement, moi, je donne beaucoup d'informations ou sur mon site ou sur Facebook, puisque c'est un réseau social qui marche bien, où je suis assez suivi. Les gens peuvent venir me retrouver sur Jean-Didier Voyance sur Facebook. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs ? Alors, moi, ce que je voudrais leur adresser comme message, c'est que, en tout cas, il faut jamais perdre de vue qu'on a tous, sans exception, de l'intuition, et que cette intuition, si on lui fait confiance, elle est absolument juste. La seule chose qu'il faut bien savoir, c'est que l'intuition, c'est quelque chose qui est un petit peu inné, et qui n'est pas réfléchi, et qui est à tout l'inverse du mental. C'est-à-dire que quand vous vous posez une question, la première chose qui va vous venir à l'idée, cette chose-là, ce sera l'intuition pure. Si vous commencez à réfléchir, à vous poser des questions, à vous dire « oui, mais pourquoi ? Oui, mais il faudrait peut-être que... alors je vais prendre le temps d'y réfléchir », là c'est fini parce que vous êtes passé dans le mental. Et à partir du moment où vous êtes dans le mental, votre intuition ne peut plus agir, elle ne peut plus vous aider. Donc ce qu'il faut faire, c'est toujours rester dans l'intuition et surtout aussi, c'est ce qui est très important, c'est de se faire confiance et faire confiance à son intuition. Ne jamais revenir sur la première idée venue. Ça nous est tous arrivé un jour dans la vie de se dire, tiens, on a un choix à faire, on fait ce choix, puis on y réfléchit un petit peu, puis on se dit, oh, puis non, en fin de compte, je ne vais pas faire ce choix, je vais faire un autre. Et généralement, si vous réfléchissez bien à ça, on se trompe toujours. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on dit ? On se dit, ah, si j'avais su, j'aurais fait confiance à ma première intuition. Ça vous parle si je dis ça ? Tout à fait. Donc voilà, c'est le conseil que je voudrais donner aux auditeurs, c'est ça, c'est de faire toujours essentiellement confiance à son intuition et toujours à sa première intuition. Lâcher l'intellect. Non, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il faut surtout pas aller dans l'intellect, parce que si on réfléchit, on va dans l'intellect. Tout à fait. C'est ce que je voulais vous dire. Excusez-moi. C'est pas grave. Jean-Didier, merci d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. À très bientôt. Écoutez, j'ai été ravi de cette interview. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Fréquence Évasion.